Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sabrina, fondatrice de Ali Book Club. Bonjour Sabrina, Salut Stella Marie, merci ça de me va? recevoir. Ça va et toi? De rien. Merci à toi d'avoir participé. Euh, Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Sabrina, je vis au Luxembourg. J'ai créé l'association Ally Book Club en 2020. Ouais, le projet a commencé en 2020. Aujourd'hui, je suis enseignante au niveau collège, lycée, dans une école privée au Luxembourg. D'accord. Ok. Et donc c'est sur concours. Enfin, tu fais Alors au comment t'es Luxembourg, devenue ouais. enseignante? Alors dans le privé, du coup, c'est pas sur concours, mais au Luxembourg, il existe aussi, euh, du coup, ça s'appelle enseignant fonctionnaire, et là, c'est sur concours, et donc ça, c'est pour les écoles publiques, les Ah oui, lycées publics. Mais d'accord. étant dans le privé, je suis pas passée Ok. par ce système-là, ouais. Mais t'as toujours su que tu voulais faire du privé. Non, si je dois te dire la vérité, ça m'arrangeait parce qu'au Luxembourg, pour accéder au concours, il faut être de nationalité européenne, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, D'accord. je n'y ai même pas accès. Je ne peux même pas m'inscrire. Ah, ok. Donc, même si actuellement, si je voulais y aller, de par la nationalité non européenne, je peux pas. Je peux pas, j'y ai pas accès. Donc, D'accord. dans le privé, par contre, c'est pas un souci. Oui, bah c'est ok. Ouais. Et est-ce que tu as des passions dans la vie, des hobbies, des occupations? Ouais. Alors, étant, tu vois, neuroatypique, moi, j'utilise pas le mot passion, j'utilise plutôt le terme intérêt spécifique. C'est plutôt, ça me parle plus, tu vois, que le D'accord. terme passion. Et du coup, j'en ai quelques-uns des intérêts spécifiques, on va dire. Bon, c'est clair que la lecture, les livres, euh, ça fait partie de mes intérêts spécifiques. Et en général, quand j'ai un intérêt comme ça, particulier, ce sont des sujets que j'essaye d'envisager dans toute leur richesse, on va dire. C'est pas juste que j'aime lire des livres, je vais Mm. aussi, par exemple, j'avais fait en master un mémoire de recherche sur quel est l'intérêt de la lecture, quelles compétences on peut développer par la lecture. Alors, j'étais pas tellement intéressée à me dire que bon, c'est bien quand tu lis parce que du coup, tu améliores ton orthographe. Moi, j'étais pas tellement intéressée par ça. Moi, je me demandais plutôt quelles compétences civiques est-ce qu'on peut développer. Et alors, je suis vraiment partie pour essayer d'essorer, tu vois, le sujet lecture, un point de vue de la recherche. En général, je fais ça avec les trucs qui m'intéressent. J'étudie le truc à fond. Donc ça, c'est un de mes intérêts. Après, pareil avec la musique. C'est pas juste, bon, j'écoute de la musique non-stop. Si tu me croises n'importe où, j'ai toujours un casque sur la tête. J'ai toujours de la musique qui m'accompagne. Mais après, je vais aussi m'intéresser au processus d'écriture, tu vois, au processus euh, à, à comment est-ce que les gens peuvent, sur base de souffrance, transformer ça en musique. Tu vois, je vais essayer de faire le tour du sujet. Mm. Et je fais pareil avec le foot. Le foot, c'est une grande passion pour moi. Mais c'est aussi un intérêt très particulier. J'ai joué pendant longtemps au foot au Luxembourg. Et puis, c'est un sujet que j'ai toujours étudié aussi. Je suis très intéressée par le rapport entre foot et politique. Mm. Je suis très intéressée par l'aspect historique du foot, notamment le fait que ça a été outil de colonisation, presque au même titre que la religion l'a été ou la culture l'a été. Donc ça, ce sont des sujets que je recherche pas mal. Et puis, un petit peu ce qui touche à la justice sociale en général, ça va m'intéresser aussi. Je pense qu'il y a un lien direct avec les neuroatypies à faire ici parce que c'est avéré que les personnes neuroatypiques ont très souvent une sensibilité particulière pour la justice sociale ou en tout cas le rejet de ce qui est injuste. Mm. Donc là, il y a
il y a des liens à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de figures de l'activisme très connues, etc., qui étaient probablement, tu vois, qui avaient probablement un TDAH ou qui étaient probablement 10 ou qui étaient. Oui, Donc ça aussi, ça m'intéresse oui, c'est vrai que de rechercher des sujets liés à la neurodiversité, des choses comme ça. Ouais. d'accord. Ah, c'est intéressant. Donc du coup, ouais, dès qu'il y a un sujet, qui t'intéresse, tu l'étudies, ouais, de fond en comble. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, le fait que tu aies un intérêt du coup spécifique pour la justice sociale, est-ce que c'est ça qui t'a amené à créer ton association en 2020? Ouais, je pense que ça part euh, d'un, d'un, d'un rejet de la situation, en fait, ou de certaines injustices. Je pense que ça part de ça. Je pense qu'au début, quand je crée le projet, je ne sais pas forcément dans quoi je m'embarque parce que c'est quelque chose qui est créé donc post-George Floyd, tu vois. Mmh. Et c'est vraiment un jour en marchant dans un parc au Luxembourg, il y a des petites armoires en libre service pour se servir et déposer des livres, tu vois, Ah oui, la boîte gratuitement. à livres, OK. Voilà, des genres de boîtes à livres et tout. Et c'est après ces épisodes-là très, très médiatisés de violences policières, etc., aux États-Unis, donc post-George Floyd, où moi je me dis, mais si seulement ces livres-là, si seulement ces armoires-là à livres étaient remplies, tu vois, de livres qui aident les gens aussi à, je sais pas, à avoir une réflexion sur eux-mêmes, à éduquer à l'antiracisme, à éduquer. Je me disais, si seulement ces boîtes, parce que dans les boîtes à livres, en général, les gens, ils vont pour se débarrasser de trucs qu'ils n'aiment pas. Oui. Tu trouves pas toujours forcément des trucs, enfin des pépites, tu vois, dans ces boîtes à livres. Je sais pas là où tu habites si c'est comme ça, mais au Luxembourg, en général, moi, je trouvais je sais pas, ou des livres pour enfants, ça peut être bien. Mais je trouvais beaucoup de choses écrites en allemand. Moi, je lis plutôt en français, en anglais, en espagnol, tu vois. D'accord. Euh, je comprends l'allemand, je pourrais le lire, mais c'est pas ma langue de De préférence pour, prédilection, ouais. OK. non, non, pour lire. Donc moi, je vais pas, j'ai tendance à pas prendre, tu vois, un livre en allemand ou un roman en allemand, ça va pas forcément me parler. Et du coup, je m'étais dit, si seulement ces étagères étaient pleines de livres, voilà, qui thématisent en fait et qui permettent d'éduquer ou des choses comme ça. Et puis je me suis dit, bah, on le fait. Mmh. Et du coup, ça part comme ça un petit peu, tu vois, assez spontanément. Et puis je me dis, ok, bon, de quoi on a besoin d'argent? Il faut acheter des livres, machin. Donc petit à petit, ça part comme ça, où je me dis, ok, on va faire une cagnotte et puis on va voir combien de livres on peut acheter. Et puis on va remplir le maximum de ces boîtes à lire avec des livres qui thématisent sur le sujet des discriminations, sur le sujet du racisme structurel, sur le sujet, tu vois. Mmh. Et finalement, on fait la cagnotte, on achète des livres, et puis je me dis, mais ces livres-là, finalement, c'est des pépites. Et j'avais la sensation que si on les mettait dehors, c'était un peu... moi, j'aime tellement les livres, aussi l'objet, tu vois, livre. Ouais, Donc, c'est ça. je me disais, enfin, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, je sais pas, est-ce que c'est pas gâché? Et après, je me suis dit, ok, c'est pas forcément ça la solution. Comment est-ce qu'on fait? Et puis après, je me dis, mais ces livres-là, en fait, ils devraient être accessibles à tout le monde, dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques régionales et tout. Et c'est là qu'on commence, tu vois, tout doucement à prendre contact avec des bibliothèques régionales, à prendre contact avec des librairies. Et du coup, le projet, tu vois, on va dire, euh, a grandi comme ça. Et puis, quand je me lance euh, dans ça, je pose pas vraiment la question de quelle est ma place à moi, tu Mmh. vois, dans tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a une sérieuse déconstruction qui commence à ce moment-là aussi, personnelle, et où finalement, euh, après, tu te dis, en fait, le projet, si ça se trouve, je le faisais aussi un peu pour moi, tu Oui. vois, et du coup, après, ça continue, et puis plus le projet a avancé, plus j'ai commencé à me questionner du, mais attends, c'est quoi déjà ma place à moi, à définir ça, à être très clair sur ça, à être très spécifique aussi sur, du coup, mon identité et tout, tu vois. Quels sont est-ce que moi, tu vois, tu commences à te demander, est-ce que moi, en tant que fille d'immigrés, de parents sud-américains, j'ai vécu des discriminations,
mais j'ai aussi des privilèges, tu vois. Donc là, je commence vraiment à, tu vois, à Tout essayer déconstruire, ouais. voilà, de déconstruire et tout. Et ça n'a pas été simple, ce processus-là. Ça a été assez difficile par moment, parce que du coup, tu lis de la théorie et puis ça te rappelle des trucs. Ah, mais en fait, quand moi j'avais 9 ans, et tu vois, tu passes par tout Ouais, tu ce... passes à tout ce que tu as vécu depuis petite Ouais, et donc j'ai eu des moments comme ça où c'était pas très cool. Euh, mais, mais après, voilà, après, je me suis dit, bah, c'est l'occasion aussi de, par exemple, si tu regardes sur la page Insta de l'association, tous les derniers posts qui sont écrits sont de près ou de loin en rapport avec l'Amérique latine. Et je me suis dit, entre guillemets, tu vois, je me vois pas commencer à écrire des trucs sur quelque chose où moi, comme ça, j'ai ni la ouais. légitimité, ni Mm. tu vois, ni l'expertise, ni, et puis, je suis toujours la première à dire qu'il faut laisser les personnes concernées parler. Donc, je ne vais pas commencer, moi, tu vois, Mm. à créer du contenu ou des choses où j'ai aucune légitimité à le faire. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui réfléchit toujours, parce que c'est vrai que c'est les réseaux, tu veux créer du contenu, tu veux faire des trucs, et, et tu peux vite te retrouver à parler à la place des gens. Et, et ça, c'est quelque chose, je pense il faut constamment essayer de Mettre en question, ouais. ouais, de se remettre en question. Et d'écouter quand quelqu'un dit, si jamais quelqu'un dit, mais c'est pas forcément à toi de parler de ça, d'avoir Mm. aussi, tu vois, assez d'humilité pour écouter et pour dire, ah bah oui, effectivement. Mm. Ouais. Donc à l'iBook Club, ça part voilà, d'observer les armoires à livres, de me dire, il nous manque des livres au Luxembourg, là. Il y a des trucs qui sont pas, il y a des histoires qui sont pas racontées, il y a euh, les gens sont pas déconstruits, les gens sont biaisés, les gens sont... Et excuse-moi, quand tu démarchais les bibliothèques, est-ce que tu présentais ton projet sous cet angle-là, en mode, il faut essayer de se déconstruire, ce type de lecture est important pour la population. C'est comme ça que tu le présentais ou... Oui, je présentais ça en disant que c'était important pour tout le monde, que c'était important pour les personnes de se voir. Mm. Mais en général, la première réaction des gens, au Luxembourg, ou des personnes, des décideurs, on va dire, c'était, je sais pas si ça leur faisait un peu peur ou ils savaient pas trop. Ils se disaient oui, mais bon, euh, pas tout le monde, tu vois, pas tout le monde est étranger, pas tout le monde est noir. Ça Ah va oui, parler d'accord. Tu vois, il y a eu des Ok, fois des réactions. Moi, ouais. je me rappelle un échange avec une librairie, avec un vendeur, où je suis entrée dans la section enfants et j'ai pas vu un personnage racisé sur une couverture dans tout le magasin. Et je l'ai interpellé et je lui ai dit, vous avez, vous avez pas un truc et en plus, ils sont déconcertés parce que, tu vois, moi, n'étant pas noire, n'étant pas afrodescendante, ils se demandent qu'est-ce qu'elle veut en fait. Mm. Et alors, je lui dis, vous n'avez pas, je sais pas, des héros, des héroïnes, mais noirs en couverture, là, vous n'avez pas. Et puis, il me dit, enfin, il était visiblement euh, pas enchanté par la La question. question. Et du coup, il me dit, si, là, il y en a un. Et puis, puis je m'approche et je le prends. Et ça s'appelait un truc genre, et c'est véridique, hein, ça s'appelait L'enfant du zoo, Ah oui. tu vois. Et là, tu avais un personnage. Et là, je me suis énervée. Je lui ai dit, c'est ça est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Et là, je lui ai fait la morale, en fait, en lui disant, euh, les enfants entrent ici. Ils ne se voient pas. Est-ce que vous comprenez l'importance de... Et puis, pas juste pour l'enfant peut-être racisé, pour tous les enfants, Mm. tu vois? Parce que c'est ça qu'on avait du mal à faire comprendre, c'était que c'est pas que pour les enfants racisés, ça profite à tous les enfants, finalement, tu vois, de voir quelqu'un qui te ressemble pas, mais qui est présenté de manière positive. Ça profite à tout le monde. Et ça, il y a des études qui le montrent et tout. Donc, en général, j'essayais de me baser sur ça pour pas que... Ouais, sinon, ils invalident directement le Ouais, discours. donc je Ouais. disais, bah, regardez, il y a des études qui se font depuis les années 60, 70, et qui montrent en fait que ça fonctionne et tout, machin. Bon, ce jour-là, ça s'est mal passé. Il a appelé son responsable, il voulait pas me parler. Ah oui, Ils m'ont d'accord. gentiment, quasiment escorté à la sortie, tu vois. Ça
Ça s'est pas très bien passé. Au début, c'était qu'est-ce que cette petite association qui vient d'être créée vient Mm. tu vois, nous embêter dans notre travail qu'on sait faire et qu'on n'a pas besoin de vous. Au début, il y a eu ces réactions-là. Euh, et puis après, en plus, j'avais pas encore le statut ASBL, tu vois, association. Donc, je pense que dans un pays comme celui-ci, ils se disent que tu n'as aucune légitimité si tu n'as pas un statut. Mm. Donc, je me suis vite rendu compte de ça et j'ai vite fait les démarches administratives pour être association. D'accord. Et aussi dans l'idée de me dire que au niveau des ministères, parfois il y a des appels à projets, des choses comme ça. Et si tu n'es pas association, tu ne peux pas prétendre Oui, oui, à... tu peux pas avoir de financement quelconque. Ouais. Voilà. Du coup, ça, on s'est vite rendu compte qu'il fallait... Et puis, malheureusement aussi, pour une question ici de légitimité, on ne te prend pas au sérieux. On ne prend pas au sérieux si tu n'as pas le statut, si tu n'as pas le truc qui dit que... Ici, ça Il fonctionne faut aussi beaucoup prouver. comme ça. Ouais. Ouais. Et du moment qu'il y a eu le truc association, immédiatement, il y avait un appel à projet d'un des ministères ici. C'était le ministère de l'intégration, de la famille et à la grande région, donc qui a ouvert un projet à destination un appel à projet à destination uniquement des associations. Euh, et c'était combattre les discriminations au Luxembourg. C'était ça le rappel à projet, c'était un plan d'action national, tu vois. Et c'est D'accord. là qu'on a décidé, avec une autre association, pour le coup, qui s'appelle FINCAPé, qui est une Mm. association afroféministe, donc locale. On a décidé d'y aller ensemble, en fait. Et on a eu on a décroché cet appel à projet-là, tu vois. Donc ça, D'accord. c'était en 2021 jusqu'à 2022. C'était un projet, un financement sur 1 an et demi. Et là, du coup, c'était autre chose pour nous parce qu'on arrivait en disant, voilà, on est 2 associations locales et on est soutenu et financé par le ministère. Et je ne sais pas c'est comment où tu habites, mais au Luxembourg, ça donne une autre... Les gens, Ouais. du coup, acceptent de te parler, acceptent de te recevoir, tu vois. Oui, Alors si, que... en France, c'est aussi présent. Enfin, ce type de Mhm, statut. Enfin, je le vois même, rien que le fait d'être. Parce que je suis ingénieure de formation, et mhm, c'est un mot qui est assez prisé en France, entre guillemets, hein. Et du ouais, coup, enfin, dès que tu as un diplôme ou un papier qui voilà. atteste ou que tu es affilié à un certain type de parcours scolaire Mhm, ou à une certaine institution, bah, c'est mhm, clair que tu vas être pris plus au ouais. sérieux que quelqu'un qui a créé son truc toute seule. Voilà, donc à ce moment-là, on est retourné dans les librairies, on est retourné avec ce petit truc qui disait, mais regardez, on a le ministère qui nous soutient. Et là, du coup, il y a certaines choses qui se sont débloquées, D'accord. ouais. Ok. Et donc, tu as choisi de parler de cette association via quelle plateforme? Donc, je sais que tu as une page Instagram, mais tu as peut-être. Non, honnêtement, je suis surtout sur Instagram. L'association, elle a une page Facebook, mais pour être honnête, je suis très, très peu. C'est plus pour, tu vois, je fais les trucs sur Insta et puis ça se copie Ah oui, automatiquement sur d'accord. Facebook. Ok. Mais je suis très, très peu présente sur Facebook et sinon, c'est tout. C'est plus Instagram, ouais. Pour le moment, il y a pas, j'ai pas de site internet, il n'y a pas de. Mm. Ok. Ouais. Et ouais, ça te convient comme ça. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que, tu vois, Insta, c'est assez global. Au début, c'était surtout des gens du Luxembourg qui suivaient et tout. Et plus le projet a grandi, plus j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens des pays limitrophes, en fait, donc Belgique, France, Suisse, qui suivent et j'ai l'impression même aujourd'hui plus à Avec l'extérieur des pays limitrophes que le qu'au Luxembourg. Luxembourg. J'ai beaucoup plus d'échanges avec des personnes euh, hors du Luxembourg qu'au Luxembourg. Ce qui, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que le but, c'était pas ça, tu vois. Le but, c'était de parler aux gens d'ici, aux locaux. Et comment tu l'expliques ça? Comment je l'explique? Je n'ai pas probablement pas assez de recul pour vraiment tirer une conclusion, tu vois, définitive. Euh, Maintenant, ce qui est probablement
vrai aussi, c'est qu'au Luxembourg, on est au début de cette conversation. Ok. Tu vois, on est au début de cette conversation. Le Luxembourg a commencé à parler de son passé colonial maintenant là, Ah oui, ok. sous l'impulsion de deux associations afroféministes, qui sont donc FINCAPE et une autre qui s'appelle Let's Rise Up. C'est selon leur impulsion et le fait qu'elles aient mis une certaine pression pour que ça soit discuté à un niveau national. Parce qu'à l'heure actuelle, le Luxembourg, qui a donc été impliqué à l'époque avec un niveau de l'État, hein, on pouvait être fonctionnaire colonial au Congo en tant que luxembourgeois. Donc, ils ont été impliqués avec la Belgique au Congo. Et puis, ils n'en parlent pas encore. C'est pas du tout dans les programmes scolaires. C'est Donc, ça, pensé. c'est pas encore du tout enseigné. Il y a eu récemment, en 2022, là, une assez grosse expo dans un musée donc, qui s'appelait Le passé colonial du Luxembourg. C'était vraiment une première. Il y a eu des conférences autour de ça et tout. Mais si tu veux, je pense qu'au Luxembourg, on n'est pas encore au niveau de conversation qu'on a déjà en France, qu'on a déjà en Belgique, qu'on a déjà. Donc peut-être que c'est pour ça que les gens d'ici accrochent pas trop. Puis il y a un phénomène aussi, pour dire la vérité, que les personnes tu vois, qui relaient et tout, qui s'intéressent, ce sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Oui. Majoritairement, tu vois. Le luxembourgeois blanc pure souche Et c'est pas son ne se problème. sent pas concerné. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis, ça s'est vérifié aussi pendant... c'est pas une généralité, hein, je ne veux pas faire une généralité, mais c'est une tendance quand même qu'on voit quand on a organisé des conférences avec cet appel à projet. Donc, le projet s'appelait Visible. Et quand on a organisé des conférences, c'était flagrant, en fait, qui vient et qui ne vient pas, Le tu vois. public, ok. Et ça nous permettait immédiatement parce qu'on avait du coup nos interlocuteurs du ministère qui venaient, et on leur disait, hein, regardez, constatez que ils ne se déplacent pas. Ils ne se déplacent pas, et là tu peux te demander pourquoi. Ils se sentent pas concernés, je pense. Ouais, c'est ça. Alors Voilà. que tout le monde devrait l'être en soi. Bien sûr, ouais. Ça fait partie de leur histoire aussi, quoi. Donc, mais ce phénomène-là, on a pu le voir, on a pu le vérifier plusieurs fois à des événements. Est-ce que tu veux un peu préciser, s'il te plaît, les deux événements du coup du projet Visible? Je sais qu'il y a le premier qui parle de la représentation de la diversité en littérature et celui sur la déconstruction des récits et la construction des histoires. Voilà, ça, c'était les deux conférences du projet qu'on a organisées du coup toujours avec FINCAPE. Ça faisait pas de sens, tu vois, pour moi, n'étant pas afrodescendante, de faire un projet comme ça seule, tu vois. Donc ça avait été très clair. euh, on l'avait clairement dit au ministère. Eux, ils voulaient une association qui soit porteur de projet. On avait tout de suite mis dans les conditions que toutes les décisions, tout allait être fait en collaboration avec, tu vois, entre les deux associations, parce que ça faisait pas de sens, en fait, de le faire autrement. Donc ça, D'accord. nous, on est parti vraiment sur cette ligne-là. Et, et du coup, il n'y a pas eu que ces deux conférences-là. Il y a eu aussi deux formations qu'on a organisées. Ce sont des formations qu'on a données à l'IFEN. L'IFEN, c'est l'Institut de formation de l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment l'institution qui va former, tu vois, qui va s'occuper de la formation continue des enseignants. Et ce sont des formations certifiantes. D'accord. Et on a donc discuté avec eux pour avoir deux formations. Donc, il y en avait une sur comment arriver à avoir une bibliothèque scolaire qui soit inclusive, antiraciste. Donc ça, c'était pour des bibliothécaires scolaires, cette formation-là. Et puis, on a fait une formation ouverte à tous les enseignants, que ce soit du primaire ou collège ou lycée. Et là, c'était vraiment plus spécifique. C'était
comment repérer et éliminer les préjugés et des micro-agressions. Donc, on a aussi, dans le cadre de Visible, on avait aussi proposé ces deux formations qui ont très bien marché, qui nous ont aussi montré qu'il y avait une demande, puisqu'elles Mm. étaient complètes en 48 heures, tu vois. Ah ouais, carrément. Ok. Bon, tu me diras, il n'y a que 15 places à chaque fois, mais C'est déjà ça, ouais. et les retours nous montraient qu'il y avait un besoin, une demande. D'ailleurs, la formation sur les microagressions, on va la refaire à l'IFEN dans 2 semaines. Ok. Ouais, on l'a reprogrammé, bien que le projet Visible soit, entre guillemets, terminé. Enfin, le financement s'est Oui, arrêté en décembre 2022. d'accord. Et donc, il y a eu les deux conférences aussi. Euh, donc, ce sont des conférences qui, je pense, c'était une première au Luxembourg. Nous, on faisait attention, évidemment, de donner la parole toujours à des personnes concernées. Euh, donc, la première conférence, on avait 2 femmes afrodescendantes qui étaient nos expertes, donc. Euh, Elodie Malanda, qui est d'ici, qui est luxembourgeoise, et, euh, et Célestina, qui nous venait de Bruxelles, parce qu'elle a une librairie qui s'appelle Pépite Blues à Bruxelles, et D'accord. qui est une librairie spécialisée en littérature euh, d'auteurs afrodescendants, afro-caribéens, etc. Et donc, on a vraiment ouvert une conversation. Je pense que avec cette première conférence, on posait les bases aussi. On posait un petit peu les bases. Euh, et la seconde conférence, c'était avec Paula, des éditions Anacaona, Ok, ouais. Oui. qu'on a fait venir de Paris. Et puis Estelle Depris, qui est donc la personne derrière le compte Instagram Semblant de rien. Et là, ça, c'était la deuxième conférence. Et là, on a pu vraiment plus entrer Dans le vif du sujet. dans le vif du sujet. C'était 2 conférences très intéressantes. Comme on avait un financement, on a pu se permettre tu vois, de les filmer. On les a retransmis en live, mais on les a aussi filmées, puis elles sont sur YouTube, parce qu'on ne voulait pas que ce soit un one-shot, tu vois, Oui, qu'il n'y ait pas de retour. 30, voilà, pour les 30 personnes 40 personnes qui sont dans la salle, et puis plus rien. Mm. Donc, ce sont des conférences qu'on peut encore regarder intégralement sur YouTube. Alors, tout ça, évidemment, a été, je pense, aussi possible par rapport au financement, tu vois, parce qu'on a mis un poids d'honneur à rémunérer Ah, ok. les intervenantes, tu vois. Ok. Ouais, c'est pas Parce tout que, le monde qui aurait cette démarche-là. ouais. Mais pour Mm. nous, c'était important Mm. d'inclure ça dans le budget, de rémunérer nos experts, puis surtout Mm. dans ce milieu-là où très vite, tu peux te retrouver dans une situation où les dynamiques que tu dénonces, finalement, tu les reproduis au sein de tes projets, parce que tu vas faire quoi? Tu vas exploiter des femmes racisées qui vont, elles, encore une fois, porter tout le poids Mm. si déjà les personnes portent le poids du racisme ou de la discrimination vécue, quoi, on va leur faire porter aussi le poids de l'éducation, et puis on va leur demander de faire ça gratuitement. Donc nous, on a vraiment tout de suite dit non, non seulement on prend en charge je sais pas, le train, l'hôtel, ce qu'il faut, mais en Mm. plus on va les rémunérer, on va ajouter un cachet, quoi. Ok. Et on a essayé de faire ça avec tout ce qu'on faisait. La moindre personne qu'on sollicitait, et ça aussi, on l'a mis par écrit dans le projet. On a justifié ça comme de dire un petit peu rétablir l'égalité des chances. Les personnes si on avait besoin de quelqu'un pour créer nos visuels, tu vois, ils ont été créés par une artiste, Jennifer Lopez Santos, qui est du Luxembourg et qui est une femme noire et qui est une artiste. Si nous, on a le budget du ministère, on va faire aussi attention à qui on le donne. Mm. Tu vois, on a fait attention à chaque niveau, à essayer entre guillemets, répartir au mieux, tu vois, l'argent, quoi, qu'on avait. Ouais, il y avait Donc, une démarche d'inclusivité à tous les ouais, niveaux. Ok. ouais, Mm. voilà. Donc ça, c'est pour le projet Visible, ouais.
Et est-ce qu'il y a d'autres projets en cours du coup au sein de l'association? Alors, pour ce qui est du projet Visible, le financement s'est arrêté, mais on faisait un partenariat, du coup, je t'ai dit, avec l'association du coup Alaï Book Club, FINCAP, et aussi le centre d'éducation interculturelle qui s'appelle IKL au Luxembourg. Et eux vont pérenniser le projet Visible. Donc, reprennent ça, l'intègrent dans leur fonctionnement de travail quotidien et vont entre guillemets, le pérenniser. D'accord. Tu vois, pour pas que Mmh. ça s'arrête, parce que le financement s'arrête, on arrête tout. Oui, oui. Nous, on avait dit clairement que c'était un truc, c'est sur du long terme. En un an et demi, des fois, on n'arrivait même pas à débloquer un rendez-vous ou une conversation avec je ne sais quel décideur au niveau de, je sais pas, des bibliothèques régionales ou des choses comme ça. Ce sont aussi des processus qui prennent du temps, beaucoup de temps parfois, parce que les gens, enfin, faut insister parfois un peu, Ouais, tu il vois. faut qu'ils se rendent disponibles aussi. Ouais. Voilà, du coup, parfois, je me rappelle qu'on a commencé un partenariat avec une grande chaîne de librairies ici au Luxembourg à la fin du projet Visible, parce que ça nous a mis du temps à créer une relation, tu vois, Mmh. à discuter, parfois à convaincre. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter juste parce que le financement s'arrêtait, tu vois. Oui. Donc là, on continue les librairies Ernster, qui est une chaîne donc de librairies au Luxembourg. Euh, on a déjà fait une sorte de salon du livre ensemble, où nous, on est là, et puis, tu vois, nous, en tant qu'association, on vend rien. Mmh. On n'est pas là pour vendre ou récolter de l'argent. Du coup, mais on y va avec tous nos livres et on les présente, on discute avec les gens, on leur explique l'importance en fait d'avoir des livres qui représentent tout le monde et puis qui représentent bien tout le monde. C'est pas Mmh. juste, Oui. tu vois. Donc on fait aussi attention dans les livres qu'on amène avec nous, on fait aussi attention qui écrit le livre. Mmh. Euh, on va favoriser des livres écrits en own voice, tu D'accord, vois. oui. On va toujours les favoriser. Et du coup, on avait fait un partenariat il n'y a pas longtemps là, avec la librairie Unster. En fait, si les gens venaient, on s'est rendu compte que les gens voulaient acheter tous nos livres. Mais c'est des livres que nous, des fois, enfin déjà, nous, on ne vend pas. Donc, c'était un peu frustrant pour les gens parce qu'on leur disait quoi, ben, faites une photo et puis vous allez les retrouver sur Internet. Ou, tu vois, c'était pas top. Oui. Et du coup, on a réussi à faire que ce soit la librairie Unster qui se les procure et que quand les gens viennent et qu'on leur présente plein de livres, c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui avons dit à Ernster, bah écoute, moi je voudrais ça, 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 il faudrait que tu aies ça, ça, ça. Et eux, ils ont vraiment joué le jeu pour le coup. Donc ils avaient vraiment tout ce qu'on a demandé. Et, et alors les gens pouvaient acheter. En fait, on avait un stand collé à un stand de la librairie. Et ils venaient chez nous. Et si c'est ce livre-là que tu aimes bien, ok, bah va payer à Ah ouais, côté. il va juste à côté. Ah, c'est bien ça. Tu OK. vois, donc ça, on a fait. Je pense qu'on l'a fait une fois, ça a très bien marché. Je pense qu'on va le refaire. On va faire Mmh. avec eux, tu vois, des salons, des choses comme ça, des événements euh, ponctuels, tu vois. Là, le week-end passé, enfin, la semaine passée, on avait une conférence organisée par plusieurs associations. On a invité Fatima Wassak, qui a écrit Pour une écologie pirate. D'accord. Et pareil, tu vois, on a demandé à Ernster, à la librairie, de venir et de vendre les livres de l'autrice sur place, quoi. Mmh. Tu vois. Donc, on va essayer de faire ça. On va voir si on arrive à développer aussi avec eux pour qu'ils puissent, eux, peut-être inviter certains auteurs, certaines autrices, tu vois, au Luxembourg, à notre demande, du coup. Euh, et là, on ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais on va faire une petite activité pour des enfants au sein d'une des librairies bientôt, en juin. J'en Ah dis pas OK. plus parce qu'on ne l'a pas Ouais. encore Oui, annoncé, oui. mais on va bientôt l'annoncer. Donc, tu vois, on essaye de, de continuer avec le temps qu'on a, en sachant que c'est de l'associatif. Donc, on n'est pas rémunéré, tu vois. Ouais, c'est pas prioritaire aussi sur ton métier, Voilà, enfin, j'ai quand même 2 enfants, j'ai un ouais. job à temps plein. Donc, tu vois, on essaye Oui, de oui. faire comme on peut. Et puis,
moi, je collabore toujours avec Myriam, qui est donc membre de FinCapé. Et c'est avec elle en général, on y va ensemble en général pour ces événements. Ouais. Ok. Ouais, c'est Voilà. très collaboratif. Ouais. Ouais. Oui, mais sinon, ça fait pas de sens, Mm. tu vois. Parce qu'à la limite, si moi, je pars du principe que je vais pas me mettre à une place qui n'est pas ma place, euh, tu vois. Oui, Alors moi, tu... j'essaye toujours d'apporter plutôt quelque chose de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud avec moi dans les événements, que ce soit des livres ou bien là, avec Myriam, justement, on a fait la modération pour Fatima Wassak. Et c'était une occasion pour moi de faire des liens entre son livre et quelques théories peut-être décoloniales d'Amérique latine et du coup de le citer, tu vois, comme ça je reste Mm. à ma place, quoi. Ouais, c'est Je vais ça, tu as pas, toujours ta crédibilité. oui, voilà, je vais pas essayer de commencer à, tu vois, faire Ok. des trucs où tu te dis, mais de quoi elle Mm. parle? Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que on a toujours envie d'inclure tout type de personnes dans notre discours, mais des fois, c'est pas forcément à nous de le faire. Ouais, c'est ça. Mm. Et puis je pense que même la page, en général, hein, surtout les pages Insta, il y en a plein là, des pages qui thématisent de plein de sujets et tout. Et moi, je me méfie assez quand je ne sais pas qui est derrière la page. Ouais, c'est vrai, Et si ouais, la t'as pas page, l'identité. si la page, elle est trop généraliste, Mm. tu Tu veux vois, dire qu'elle traite de tout type de sujet, quel que tu, soit le... tu parles de plein de choses, c'est bien, hein, les pages généralistes et tout, qui ont beaucoup de followers et c'est une introduction toujours à des concepts, c'est bien, hein, ça peut être bien. Mm. Mais quand tu sais pas, il y a qui derrière, la personne, elle n'est pas claire avec sa place d'être. Mm. Euh, si tu n'es pas clair avec ta place, est-ce que tu es clair avec ton identité même? Est-ce que tu sais quel est ton, tu vois, quel est ton rôle? Est-ce que tu as réfléchi à c'est quoi les privilèges que j'ai? Tu vois, nous, quand on a fait visible, on s'est vite rendu compte que, tu vois, que moi, parfois, j'arrivais et si moi, je disais quelque chose, ça passait mieux que si c'était mes camarades Mm. afrodescendantes, tu vois? Mm. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu le vois aussi, le privilège. Il y a des gens qui écoutaient quand ça venait de moi. Et on se disait, mais c'est absurde, parce qu'ils doivent écouter quand c'est les personnes concernées qui parlent, pas moi, tu vois, pour certains sujets, tu vois, si on parle racisme structurel et tout ça, c'est pas moi, quoi, tu vois, qu'il faut écouter. Et du coup, donc je disais que voilà, il y a des gens qui, pour une raison, voilà, de par leur biais et tout, écoutaient. Du coup, moi, je disais, ben, en fait, moi, c'est pas moi que vous devez écouter, c'est les personnes concernées. En fait, je leur disais très frontalement, Ok. sur le moment. Là, là apparemment, c'est moi que vous voulez écouter, alors que moi, tout ce que je vais faire, c'est de répéter ce que les personnes concernées disent, et c'est elles que vous devez écouter. Et rendez-vous compte pourquoi. En fait, je leur disais très frontalement. Et puis après, il y avait des petites situations, notamment dans les formations, parce que quand on fait la formation sur les éliminer les préjugés et les microagressions, cette formation-là, c'est une formation de 6 heures. Et donc, on fait vraiment toute une approche historique. On retourne vraiment à la colonisation, tu vois. Mm. Et parfois, il y a de la fragilité blanche qui ressort dans des participants. Parfois, il y a des gens qui, tu vois. Et, et parfois, il faut mettre aussi il faut mettre quelques points sur les i ou des choses Limite, comme ouais. ça. Et, et alors, il y a une bonne entente entre moi et du coup, tu vois, mes camarades de FinCapé parce que euh, c'est aussi à savoir quand est-ce que ma parole n'est pas nécessaire et quand est-ce que il vaut mieux que ce soit moi Mm. qui dise quelque chose. Donc ça fonctionne parce qu'on se connaît, puis on n'a qu'à se regarder, tu vois, et on discute évidemment avant, après et tout. Mais il y a eu comme ça des moments où, je sais pas, où il y avait une fille une participante qui voulait pas admettre, entre guillemets, qu'elle avait des privilèges blancs et qui essayait de trouver en moi un soutien et me disant, mais regarde, toi, qui est sud-américaine, t'es pas blanche, tu vois.
Mm. Et moi qui lui disais, écoute, tu as des privilèges blancs et j'en ai aussi. Et c'est un fait. Et il faut commencer par ça. Mm. Tu peux pas, tu vois. Et si c'est moi qui lui dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va pas me. Alors que si c'est une de mes camarades qui le dit, mais si ça se trouve, elle se braque et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Tu Mm. vois? Ce qui est ridicule en soi, mais c'est une réalité. Donc nous aussi, on essaye de s'adapter. Ouais, Et par rapport à la malheureusement, des fois, situation. c'est ça voilà, où il faut. Voilà, les personnes concernées disent un truc, puis tu as des gens, ils n'écoutent pas en fait. Et toi, tu dois. Et moi, je suis plutôt partisane comment on dit, de euh, comment est-ce qu'on dit? De jeter le pavé dans la mare. Je le dis sur le Mm. moment, frontalement. Là, il est en train de se passer ça. Et c'est pas possible en fait. Parce qu'il faut Ouais, écouter. Vous devez écouter les personnes concernées. C'est pas moi qui. Tu vois, ça arrive. Mais après, voilà, il faut juste le faire, le quoi. rappeler, ouais. Ouais. Et pas C'est vrai que avoir peur de. Mm. Parce que ça peut être des moments gênants, mais bon, écoute, euh, les Ouais, gens quitte sont à pas. utiliser tes privilèges sans que ce soit pour Voilà, c'est ça, quoi. Il faut quelque chose. vraiment Mm. déjà en être conscient, voir comment ça fonctionne, et puis te dire, bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Mm. Ouais. Autant l'utiliser pour amplifier, du coup, Oui, voilà. ouais, le message. C'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans la communauté littéraire. Parce que c'est vrai que quand il y a de l'indignation ou un mécontentement de la part des personnes racisées principalement, parce que on n'a pas forcément de soutien. Après, j'en attends plus honnêtement, mais on n'a Mm. pas de soutien de la part des personnes qui bénéficient du privilège blanc, quoi. Mhm. Donc, Oui, il ouais, manque une solidarité, alors tu dis. ouais, c'est ça, Une vraie, oui, cohésion. Ouais. ouais. Mm. Ouais, mais je pense qu'il faut continuer à le dire, et puis, voilà, moi, je suis la première à dire, tu vois, des fois même, on va m'inviter pour parler de trucs, et moi, je refuse. Et je dis, c'est pas à moi de parler de ça, en fait. Mm. Inviter plutôt machin, machin, tu vois. Moi, Ouais, je vais tu vois pas, comment. tu vois. Il faut quand même être très conscient de ça parce que moi, à un moment donné, on me proposait des trucs, tu vois. Au Mm. début, surtout, je sais pas, il y avait, on me proposait des trucs où je disais, mais premièrement, c'est pas à moi de parler de ça. Euh, à la limite, si moi je vais parler, je vais plutôt essayer de parler de mon expérience. Tu vois, j'ai une expérience en tant que fille d'immigrés. euh, c'est une expérience spécifique. À la Mm. limite, je parle de ça parce que ça, je connais. Et c'est ce que j'ai vécu, donc on va pas, tu vois, me dire que je parle d'un truc que je connais pas ou je sais pas quoi. Mais des fois, on me demandait de venir parler même juste de racisme structurel et tout. Je disais, mais c'est pas ma voix à mettre au centre là. Mm. Et demander plutôt à telle personne, telle personne. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois au Luxembourg. Et, euh, et après, il y avait eu d'autres trucs, des gens qui me contactaient pour, soi-disant pour, je sais pas, pour aider, mais je sais pas quelle était la réelle intention, la réelle motivation derrière. Alors on me disait, mais on met ton nom sur tel produit, puis on vend le produit. Oula, Ouais. d'accord. Et moi, je disais, mais Mm. tu vois, sans me connaître, tu vois, il y a un truc que j'ai appris ces 3 années-ci, c'est que s'il n'y a pas une, euh, une réelle connexion au niveau humain, une réelle volonté de partager, tu vois, Mm. je collabore pas. Je vais pas collaborer avec des associations, des trucs. Tu as toujours le risque en fait, je sais pas, un risque d'être récupéré, d'être utilisé, tu vois. Euh, Où en fait, ils se reproduisent en interne des dynamiques qu'après, nous, on dénonce. D'accord. Et, euh, et ça, je l'ai appris avec peut-être une, deux, trois mauvaises expériences où tu te dis, en fait, tu vois. Et ce truc de vendre, ce truc de faire de Ouais. l'argent, C'est ça, ouais. euh,
c'est quelque chose qui, dès le début, j'ai fait très attention en fait quitte à au début être plutôt seule, quoi, tu vois, et Mm. pas forcément aller partout avec toutes les associations locales et tout. Je faisais très attention tu À vois, qui tu donnais ton image, quoi. Mm. ouais, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait malheureusement des personnes qui voulaient profiter socialement de l'image perçue de cette association, Mm. tu vois. Il y a des gens qui voulaient en être pour de mauvaises raisons. Et ça, je l'ai appris avec des mauvaises expériences. Euh, et c'est un peu dommage parce qu'après, tu es assez méfiant, tu vois. Ouais, c'est ça. Mm. Mais, mais c'est pas grave, je pense que c'est OK aussi, tu vois. Et puis moi, j'allais pas, je suis assez pénible, je suis assez exigeante, je vais pas aller rejoindre une association, tu vois, féministe qui fait du féminisme blanc Mm. et qui fait que ça, qui se rend pas compte en fait tu vois, moi je vais pas, Ouais, faut faire attention. ouais, je vais pas y aller. J'ai tendance de base à pas y aller, Ok. tu vois, à, parce que parce que je me dis que ça les arrange bien, tu vois, d'avoir une immigrée là qui vient et qui, tu vois. Mm. Ouais, un porte-parole. Ouais, c'est Histoire ça. de se dire, bon, on a invité quelqu'un Ouais, c'est comme ça. ça, ouais. Ok. Ouais, j'ai vu ça se faire dans des événements et je me disais, mais moi, je j'ai pas envie de participer à ça, en fait. Et du coup, il y a plusieurs membres dans ton asso ou tu es toute seule? Non, alors déjà, pour créer une asso ici, il faut être 3 Ah minimum, oui, tu ouais. vois, sur le papier. Mmh. Hem et là, je collabore, surtout avec, une de mes collègues de travail qui est une amie aussi, et qui est aussi une collègue de travail, qui est une prof d'histoire. Donc maintenant, en général, on écrit les posts ensemble, on réfléchit ensemble, tu vois. D'accord. Ouais, elle s'appelle Sabrina aussi. Ouais, OK. les deux Sabrina. Et du coup, mais sinon, c'est tout. Je sais pas, j'ai pas développé ce truc. Je sais que tu peux développer en tant qu'asso des trucs où tu peux avoir des membres actifs, des gens qui viennent et qui ont Mmh. la petite carte de membre et tout. C'est quelque chose que j'ai pas encore Ouais, pour développé. ça, c'est Je sais pas si. pas c'est pas une ambition particulière pour toi maintenant? Non, je sais pas. Je sais que ça peut être intéressant, par exemple, si tu fais. Je sais pas si tu veux grandir ou quoi, que tu as des membres actifs qui. Non, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai développé, en tout cas pour le moment. Mmh. Peut-être à l'avenir, ça se fera, mais pour le moment, non. Non, pas pour le moment. OK. Ouais. Hem Et on va passer à la partie sur la lecture. On va parler plus de tes goûts littéraires à toi. Ouais. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui, lisait? Ouais. Je pense que j'ai toujours lu. Mmh. Quand j'étais petite, il y avait des livres à la maison. Mes parents, ils avaient une bibliothèque, entre guillemets, tu vois. Maintenant, c'était des livres, il y avait que des livres en espagnol, parce que mes parents, quand ils arrivent en Europe, ils parlent pas, tu vois, ils parlent pas la langue. Donc, et ils ont lu, encore aujourd'hui, ils lisent en espagnol, même si aujourd'hui ils parlent français, machin. Mais donc, il y avait dans ma bibliothèque des auteurs euh, euh, bon, argentins, des auteurs sud-américains, tu vois. Mais il y avait toujours beaucoup de livres, donc je pense que ça déjà, c'est quelque chose qui, tu vois, le livre a toujours été présent, l'objet livre dans Mmh. la maison. Moi, petite, je lisais, euh, mais je lisais des trucs, moi, pour le coup, je lisais en français, parce qu'en fait, j'ai grandi en Europe, tu vois, Mmh. et donc, à la maison, évidemment, mes parents ne nous parlaient qu'en espagnol, D'accord. mais j'ai grandi les premières années jusqu'à mes 7 ans à Liège. Et puis, ouais, vers 7 ans, j'arrive au Luxembourg. Donc moi, OK. je lisais plutôt en français. C'est plus maintenant adulte que je lis en espagnol aussi ou dans d'autres langues. Mais petite, je lisais plus en français. Et du coup, j'ai lu des trucs très... Enfin, je sais pas, je crois que mes premiers souvenirs de lecture, c'est genre
Jules Verne. Ah oui, les classiques, ce qu'on appelle classiques entre Ouais. guillemets. Ouais. D'ailleurs, maintenant que je suis enseignante, je donnais un cours de soutien il n'y a pas longtemps. Mm. Et il lisait, cet élève-là devait retravailler sur un passage je crois que c'était je sais plus, c'était le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et là, Mm. donc des années après, je me retrouve à nouveau avec ce livre en main. Et là, je lis et je me dis, mais c'est horrible en fait. Je dis, il est horrible ce livre. De par les représentations, enfin, on est complètement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que Mm. c'est que ce truc? Je me rappelle le personnage féminin complètement fétichisé. Le personnage principal, c'était le complexe du sauveur blanc, mais c'était horrible, quoi, à tous les niveaux. Et, et je me suis dit, c'est horrible, en fait, parce que quand on est enfant, on grandit avec ça, puis pour le côté aventure, machin, mais on absorbe toute Mm. une quantité, tu vois, je sais pas, de stéréotypes, tout un imaginaire colonial, j'ai envie de te dire, qu'on intègre complètement. Mm. Étant enfant, on n'a aucune capacité à... De discernement. Non, si tu n'as pas quelqu'un qui te dit, ben ça, regarde, ça va pas parce que machin. Donc maintenant, moi, enseignante, je l'ai fait. J'étais pas l'enseignante principale qui faisait lire ce livre, mais j'étais celle qui reprenait avec un élève ce livre. Et je lui ai dit, mais ok, on va essayer de critiquer un peu. Tu vas essayer de me dire... et c'est marrant parce qu'un élève de, je sais pas, 13-14 ans, euh, tu vois, j'orientais un peu, je lui disais, mais attends, observe un petit peu, qu'est-ce que tu peux me dire sur... Et il a tout à fait été à même de voir que ça n'allait pas, en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ok. Donc, du moment que tu le dis, simplement, que tu montres, les enfants, les jeunes voient, tu vois, voient tout à fait. Alors après, on va crier au scandale, non, mais Jules Verne, c'est classique, machin et tout. Oui, mais est-ce qu'on peut critiquer ou pas les classiques? On peut Ouais, bah, critiquer, non? mm. On peut critiquer Agatha Christie, on peut critiquer Baudelaire, on peut critiquer, tu vois. Ça n'enlève rien. Tu sais, moi, j'ai fait des études littéraires, donc. Et puis littéraire, tu vois, langue et littérature française. Donc quand Ah tu oui. fais ça, tu fais Victor Hugo, Baudelaire, enfin, c'est très, Mm. entre guillemets, les classiques. Et pendant toutes mes études, je me rappelle que je me plaignais de quand est-ce qu'on lit autre chose, C'est ça. tu vois? C'était C'est bon, pareil au lycée. Ouais. et moi j'ai aimé, hein, j'ai aimé étudier Victor Hugo, j'ai aimé étudier Baudelaire, j'ai aimé étudier, tu vois? Mais tu vois, moi n'étant pas, ayant grandi ici, mais ne me retrouvant pas culturellement en Europe, tu vois, ayant une culture non européenne, il me Mm. manquait un truc toute ma scolarité jusqu'à mes études universitaires. Et je me rappelle que j'ai pu formuler pour les premières fois à la fac et dire vraiment à des profs quand est-ce qu'on fait autre chose, quoi, tu vois. Et puis, c'était assez vite balayé. Écoute, enfin, en gros, tu es en Europe, tu fais un master en langue et littérature française, c'est quoi, tu vois. J'ai Mm. dit oui, mais on peut parler de... On aurait pu lire Césaire aussi, je disais. Tu vois, j'embêtais un peu. Ah oui. Césaire, je disais, mais Césaire, c'est... Mais bon, ça se passait mal, les conversations comme ça, parce qu'un jour, j'ai dit ça, et on m'a dit, Césaire, c'est trop exotique, et... Ah oui, d'accord. Ouais, Là, ils ressortent leur biais raciste. voilà. D'accord. Donc là, je me disais, mais c'est quoi le problème avec Césaire? Parce que c'est son passeport ou c'est sa couleur de peau? Parce que vous nous faites lire Camus. Et Camus, il est pas né il est pas né en France, Mm. tu vois. Alors je disais, c'est quoi le problème avec Césaire? Parce que le passeport, c'est bon. Alors du coup, c'est quoi? Tu vois, j'essayais de... Enfin, ça passait pas trop. Et le seul cours vraiment où... J'ai eu un cours, je pense, qui m'a marqué, c'était en troisième année, en dernière année de licence, où c'était un cours, en fait, où j'ai failli pas m'inscrire, parce que c'était littérature euh, espagnol et c'était un prof allemand et le cours il allait être en allemand et moi je me disais oh là là, la flemme et tout. Ah oui, d'accord. Enfin tu vois j'avais plein d'a priori tu vois sur ce cours. Je me disais, oh, qu'est-ce que ça va être encore ça machin et tout, puis j'avais besoin de prendre des options et puis je me suis dit allez j'essaye au moins une fois, mais j'y suis allée fâchée déjà, tu vois, plein d'a priori, j'y suis allée et je me suis dit ça va être nul machin et finalement c'est un
je pense qu'il y a un avant-après ce cours-là, tu vois. Des fois, il y a des rencontres comme ça avec des enseignants. Et c'était Mm. effectivement un enseignant euh, allemand, mais qui avait, je sais pas, fait des allers-retours au Mexique pendant 40 ans, tu vois. Et, et le premier cours, on arrive, et on était genre 5 6 dans ce cours. C'était vraiment un petit truc, une petite option que personne ne prenait. Peut-être ça vendait pas du rêve sur le papier, je sais pas, tu vois. Alors personne ne s'inscrivait. Moi, j'avais failli pas y aller. Et le prof, il arrive et il dit, alors, toute votre scolarité, on a pris la perspective de l'Européen, en gros, qui observe. Ce cours-ci, on va prendre la perspective des natifs. Et là, je me dis, oh, Ah ouais, ok. merci, quoi. J'ai attendu ce cours toute ma vie, quoi, tu vois. Et ça a été un kiff pendant ces 6 mois, ce cours-là. Et, et j'ai appris plein de trucs. Et le prof, il était, enfin, c'était génial. En plus, c'était un Allemand, mais qui parlait espagnol, tu vois. Et il nous faisait lire les, les, les textes en espagnol, tu vois. Et, non, franchement, c'était génial parce que y a des moments comme ça, tu vois, Mm. dans mon parcours où j'ai eu l'opportunité de... Moi, j'étais toujours en demande de ce changement de perspective. Je ne me retrouvais pas dans le récit eurocentré, je ne me retrouvais pas, tu vois. Mais j'arrivais pas forcément à verbaliser parce que j'étais pas forcément déconstruite, j'étais pas forcément, Ouais, tu vois. pareil, ok. Et il y a eu des moments comme ça, précis, où là, j'ai pu dire, ah, c'est ça qui m'a manqué, en fait, tu Mm. vois. Des livres que j'ai ouverts ou des trucs où je me suis dit, et c'est arrivé tardivement, hein, et tout le poids de, mais j'avais besoin de ça, en fait, tu vois. Ouais. Ouais, T'es- pareil. Bah, Ouais. ça m'est arrivé. Bah, en fait, si j'avais pas commencé Bookstagram, je pense que je ne serais jamais posé ce genre de questions. Mhm. Donc, ouais, c'est vrai que en fait, quand j'ai commencé les réseaux, c'est là où je me suis rendu compte de tous les mécanismes de pression et de racisme que j'ai vécu toute ma vie. Et le fait d'avoir d'autres personnes qui le vivent aussi, bah, ça a permis de se sentir moins seul déjà. Ouais. Et après, de pouvoir changer complètement le type de lecture que j'avais l'habitude de lire. Bah ouais, c'est ça, Mm, ça aide. Moi aussi, je pense que il y a eu des petits moments comme ça avant, mais je pense que la création de l'association et du projet, ça me fait faire mm. toute, tu vois, toute cette réflexion. Et puis, j'étais obligée parce que j'étais en plein dedans, quoi. Donc ça m'est un peu tombé dessus. Je m'attendais pas, tu vois. Moi, je pensais, non, tu vois, je pensais que j'allais pouvoir m'extraire, en fait, Mm. tu vois. Non, moi, je veux juste que tout le monde puisse lire des, tu vois. Et en fait, bah non, tu Non, vas déjà commencer c'est à... pas si facile. Non, tu vas devoir être obligé de penser à toi, Ouais. à ta place, à des trucs que tu as vécu, à ce qui t'a manqué, du coup, à ta culture, puis tu vois, c'est tout un truc. Après, tu commences à poser des questions à tes parents, mais en Mm. fait, mais comment, tu vois, et pourquoi vous avez immigré? Enfin, tu vois, ça a amené plein de conversations, euh, je sais pas, que j'avais pas eu avant, en fait. Mm. Plein de Ouais. questions, ça a soulevé plein de questions. Il n'y a pas eu toujours des réponses, mais Ouais, faut c'est un, aussi l'accepter des fois. ouais, c'est un processus, hein. Je me Mm. rappelle, j'ai fait un podcast il y a, je crois, 2 ans. Et c'est un podcast que j'ai même pas envie de réécouter. Parce que j'ai l'impression que quand je l'ai fait, mais j'étais perdue. Ah Je me oui. sentais mal. Je me sentais mal. Je pense qu'à la fin, c'est Joyeux Bazar podcast. Je pense qu'à la fin, on me demande comment est-ce que tu t'identifies ou comment est-ce que tu te perçois. Et je pense que j'ai dit un truc genre comme une étrangère en fait. Je savais pas du tout. Tu vois, Mm. j'étais pas. C'était au moment où je me demandais, mais en fait, tu vois, plus je m'informais sur des sujets, par exemple, le processus d'altérité, le fait qu'on met... Est-ce qu'on m'a donné ma place à moi en tant que fille d'immigré dans ce pays, tu vois? Mm. Et quand tu commences à réfléchir à ton parcours scolaire, au fait que tu te rends compte que tu as été écarté, quoi, tu vois? Et là, quand tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils voient les gens quand ils me voient? Et comment je suis perçue ici par les locaux, entre guillemets? Et, et là, dans ce contexte-là, de plein de questions euh, sans réponse, souvent, je fais ce podcast, tu vois, où Mm. où clairement, je pense que j'étais pas bien, en fait.
Et ça, je peux le voir maintenant avec le recul, où aujourd'hui, c'est plus, on va dire que c'est moins chaotique, je pense en Ok. tout cas dans ma tête, ouais. Et du coup, ouais, quelles seraient les lectures qui t'ont aidé à te déconstruire et qui t'ont marqué? Ouais, je pense que il y en a beaucoup récemment. Le livre de Louisa Yousfi, Rester barbare, c'est un livre qui m'a quand même beaucoup marqué. Euh, Beaucoup marqué, beaucoup conforté aussi, tu vois, dans l'idée que le problème, ça n'a jamais été nous, quoi. Mm. Ouais, c'est Tu ça. vois? Et ce truc un peu d'empouvoirment, tu vois, cette formule qu'elle a, Louisa Yousfi, de dire euh, quand on te dit que tu es un barbare, du coup, c'est ça l'esthétique, tu vois, du barbare dans le livre, et que tu dis oui, et alors? Tu vois, juste cette phrase, Mm. moi il y avait des phrases, des choses dans ce livre-là. Pourtant, ce livre-là est écrit par Louisa Yousfi, donc qui est, tu vois, franco-algérienne, qui vit en France. Donc, c'est très spécifique. Et c'est pas mon vécu. Mm. Mais elle disait des choses que, en tant que fille d'immigré, tu vois, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi et elle me parlait à moi, tu vois. Donc, ça a été important pour moi, ce livre-là, là, récemment, tu vois, je l'ai lu quoi, l'année dernière. C'est un livre qui m'a marqué. Euh, et récemment, j'ai lu, là, j'ai fini il n'y a pas longtemps un autre qui s'appelle Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. C'est écrit par Lisel Quiros et Philippe Collin. C'est sorti il y a pas si longtemps que ça, si je ne me trompe pas. D'accord. Et ce livre-là, tu vois, pour le coup, c'est un livre que j'ai ici, la couverture du coup, que j'ai quasiment entièrement mis au fluo. T'as tout surligné. Ouais, j'ai tout sur. Tu sais, des fois, c'était ridicule, je me disais, parce que je surlignais des pages entières, quoi. Tu vois, quand tu regardes Ah oui. toute la page est en fluo, c'est n'importe quoi. Mais ce livre-là, il m'a pas mal marqué aussi parce que euh, lisant en espagnol, mais aussi surtout en français, j'avais peu de. Il me manquait ce livre-là en termes de théorie décoloniale latino-américaine. C'est une synthèse, en fait, Mm. de, de, de tout ce champ de recherche. Et, et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ça, s'il avait pu être écrit avant et si j'avais pu avoir accès, tu vois, à ça avant, Ouais, je pense que j'aurais mieux vécu, je sais ouais, pas. tu te dis toujours, ah, mais si c'était pas là Ouais, avant, ouais. ouais. Donc ce livre-ci, là, je l'ai terminé, je te dis, il n'y a pas longtemps. Mm. C'est un livre que je recommande. Euh, Évidemment, si ça intéresse les gens, mais c'est un livre qui m'a pas mal marqué aussi. Et, euh, et un autre livre que j'ai bien aimé, d'ailleurs, c'est grâce à Myriam, justement, de Fincapé, parce que c'est elle qui avait eu l'info et elle me l'a envoyé tout de suite. Un autre livre que aussi, tu vois, c'est celui-ci. Ah, Je mais sais pas je si on le pensais à voit. toi, du coup, quand tu disais que tu avais aimé le foot. Ouais. Ouais, tu le Je le... connais? Ouais, je l'ai pas encore lu, mais je connais Ouais, l'ouvrage. Ouais. Furia. Et c'est plutôt littérature jeunesse, tu vois. C'est écrit Mm. avec une police d'écriture un petit peu plus grande. Donc, c'est plutôt littérature jeunesse. Mais franchement, j'ai lu ce livre. Il y a plusieurs choses dans ce livre. Premièrement, c'est l'histoire donc d'une fille à travers le foot, il y a vraiment une histoire d'émancipation féminine, mais à travers le foot. Et Mm. le contexte, c'est une Argentine populaire, on va dire. Donc, il y a tout qui me parlait, absolument tout qui me parlait. Et en plus de ça, le petit plus pour moi, c'est que c'est écrit par une autrice qui s'appelle Shamile Sayed Mendez. Et quand j'ai vu son nom là, Sayed, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. En fait, ça m'a rappelé le nom de famille de ma mère, Mm. qui a, avec le temps et pour des raisons aussi d'assimilation, machin, a été euh, D'accord. euh, modifié avec le temps. Mais ce nom à la base était Al-Sayed parce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents du côté maternel ont immigré en Argentine à l'époque depuis la Syrie, D'accord. tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais
on a quasiment le même nom, tu vois. Et puis j'ai recherché sur l'autrice et en fait, son papa est syrien, Ça tu vois. Et là, je me ah, suis dit, c'est pas ouais, possible. là, c'était fait pour toi. Ouais, je l'ai contacté là, Ah j'étais oui? émue, franchement. Oui, oui, Ah, j'étais franchement OK. émue quand j'ai juste lu le résumé du livre, son nom à elle, son histoire et tout. Euh, Franchement, j'étais émue, j'ai remercié et tout. Myriam, je la remercie encore de m'avoir parce que je l'avais pas, je connaissais pas, tu vois, le livre-là. Mmh, Et en le lisant, je me suis dit, enfin, c'était émouvant. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais eu besoin, tu vois, de grandir avec ce livre en fait, mmh. tu vois. Et les gens se rendent pas compte que, oh, c'est bon, c'est juste un livre, machin. Non, Il y a plus de tu vois ce que je veux dire. Tu dis ça, quand tu dis ça, c'est que t'as pas manqué. c'est ça, Quand tu dis ça, c'est que c'est bon, tu t'es senti, tu assez vois, représenté, oui. représenté. Moi physiquement, euh, je peux pas mentir, physiquement, si tu voyais une fille brune, tu pourrais dire, bah, c'est bon, elle est Mmh, représentée, tu mmh. vois. Mais culturellement, j'étais pas Pas du représentée. tout. OK. Alors, il y a les deux niveaux pour moi, tu vois. Si je me vois dans un film, bah, tu vois une fille à peu près, tu vois, brune ou quoi, Mmh, c'est bon, tu peux te dire, bah, c'est bon, je me vois, tu vois. Mais culturellement, je me voyais pas, pas moi, du tu tout. vois. OK. Et avec celui-ci, et encore une fois, moi, j'habite pas en Argentine, tu vois. Là, ça se passe à Buenos Aires, machin et tout. Mais, mais là, je me voyais, quoi. Tu vois, je me Mmh. voyais, et puis je me rappelle, j'ai contacté l'autrice et tout, je lui ai fait une méga déclaration d'amour comme ça dans un, un message de groupie pas possible sur les réseaux. Et elle m'a répondu pour me dire que voilà que je lui avais fait sa journée et tout, et je lui ai dit mais non c'est toi, tu te rends pas compte en fait Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. Non, franchement c'est chouette et c'est tellement important de aussi culturellement pouvoir se voir ou en tout cas ouais pouvoir se reconnaître, Mmh. tu vois. Et pas genre me reconnaître où tu regardes une série sur Netflix, il y a des Sud-Américains et c'est tous des trafiquants de drogue et c'est Mmh. tout. Bah c'est bon, regarde, t'es sur Netflix, oui, mais bon, on est quoi? Il y a mieux, ouais. On est trafiquant ou on est Mmh, ou dealer ou alors on est le chauffeur ou tu vois. Bon, mmh. tu vois, ça pour moi, c'est pas être représenté, tu sais. Ouais, il y a, enfin, il suffit pas juste, de se voir, il faut aussi enfin, quel est le rôle, en fait, Ouais, dans le ouais. film ou dans le livre, Oui, c'est ça. Parce que moi, sinon, plusieurs fois, j'arrive et je dis, ah, mais t'es de quelle origine? Ah, ben, Argentine. Ah, oui, ah, ben, Maradona, la cocaïne. Tu vois, moi, on me dit des trucs comme ça, des fois. Je me ah dis, ouais, mais mmh. Ouais, ils ont c'est ça. toujours une personnalité en tête pour chaque pays. Voilà. Et puis Moi, tu on dis Maradona, la cocaïne. Ok, très bien. Merci. C'est tout? C'est bon? Je peux y aller? Donc, c'est pas ça, moi, que j'ai besoin comme représentation. C'est pas sur cette base-là, tu vois, que je vais me oui, construire oui, c'est ça. correctement. Donc, voilà, il y a des livres comme ça. Et puis, il y en a un autre qui est publié chez Anacaona Édition, qui est, comment est-ce qu'il s'appelle déjà Pensée féministe décoloniale. Et là, c'est aussi une anthologie donc, de textes fondateurs et aussi plus récents. Euh, et ça donne accès en fait à une pluralité du féminisme latino-américain. Donc ça aussi, tu vois, c'est écrit en français. Euh, Ce livre-là aussi, tu vois, il a été important pour moi, où je me disais, ben, Mmh. tu vois, en Europe, ou en tout cas au Luxembourg, moi, je manque encore de communauté, entre guillemets. C'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de latino-américains, ou en tout cas, moi, j'avais pas. C'est que maintenant, tu vois, à 35 ans, où je commence à avoir des, des, des amis qui sont argentines aussi, qui sont des filles d'immigrés, des trucs comme ça, et où vraiment, ça aussi, tu te dis, mais putain, j'aurais eu besoin de Ça grandir avec plus ces tôt, ouais. filles-là, et de, tu vois. Mmh. Et c'est dans ces moments-là où tu te rends compte plutôt de ce que tu as manqué, du coup. Ouais, c'est Tu ça, vois. ouais. C'est assez triste, c'est assez difficile aussi parce que tu es content de l'avoir. Maintenant, tu te dis, bah, c'est cool, regarde, maintenant j'ai un petit, tu vois, un petit groupe ou quoi. Et puis, ça vient avec le contre-coup de, oh là là, Ouais, tout ce que j'ai dû endurer pour en arriver là. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça, Mmh. ouais. Bah, je te remercie pour tes recommandations.
Ouais, je t'en prie. Est-ce que tu as des questions à me poser ou d'autres sujets que tu voudrais aborder? Euh, euh, voilà, tout de suite, je sais pas trop. Euh, je sais pas trop si j'avais encore préparé autre chose. Euh, ah oui, bon, je m'étais dit aussi que, tu vois, dans une de tes questions, tu me demandais c'était quoi mon genre littéraire préféré Mmh. ou un truc comme ça, tu vois, je m'étais noté que je lisais beaucoup d'essais Ah ouais, OK. dans cette idée d'apprentissage, de déconstruction, tu vois, c'est un genre que je lis beaucoup, mais c'est vrai que j'ai un petit genre comme ça plus de cœur, on va dire, en tout cas qui m'a marqué et qui est venu assez tardivement. Pour moi, en tout cas, c'était le réalisme magique. Je ne sais pas si tu connais. Mmh. Ça s'est fait dans plusieurs, je pense, pays, continents, contextes, mais ici, je parle de celui du coup qui est plutôt d'Amérique latine, tu vois. Euh, je me rappelle la toute première fois où j'ai lu des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. Et je crois que c'est pas forcément hyper connu ici, Heu, ce genre littéraire-là. En tout mmh, cas, vu que c'est écrit en espagnol, bon, il y a des traductions et tout, mais je pense que, en tout cas, au Luxembourg, je sais OK. pas. Si tu dis réalisme magique latino-américain, les gens vont dire, bon, je sais pas c'est quoi, tu vois. Moi, c'est un genre qui m'a beaucoup plu parce que, en gros, réalisme magique, ça veut dire que tu es dans une réalité, mais il y a eu comme euh, la réalité, elle est comme dépassée par l'intervention du paranormal ou du surnaturel ou d'éléments magiques en fait dans l'œuvre, mais OK. sans que ces éléments-là aient Prennent euh, la place, c'est ça? Mmh. ouais, sans que ça soit mis en doute par l'intrigue ou par les personnages, tu vois. Ah d'accord, OK. Et en même temps, dans ces livres-là, c'est aussi un genre qui a été utilisé comme pour faire de l'écriture voilée, entre guillemets, parce que c'était aussi une manière de dénoncer des oppressions politiques et des choses comme ça, tu vois. D'accord. Et donc, ce sont des livres que j'aime beaucoup lire. Alors, des auteurs connus euh, qui ont, qui ont participé du coup à ce mouvement-là, je pense qu'on peut citer Julio Cortázar. Je pense que c'est un nom peut-être que les gens vont peut-être reconnaître. Ou alors Carlos Fuentes. Euh, Il y a des femmes aussi qui sont connues pour ça. Isabel Allende, Elena Garro, sont des gros noms, on va dire, euh, de certains pays du coup d'Amérique latine. Euh, c'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est pas très très connu ici et peut-être aussi parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que ces histoires-là s'inscrivent, tu vois, dans une réalité latino-américaine, tu vois. OK. Ouais, donc, mais c'est un champ qui a contaminé aussi le cinéma, la peinture, tu vois, le réalisme magique. Ouais, c'est vrai que moi j'avais un peu du mal à dissocier réalisme magique et fantastique. Parce que Ouais. du coup, moi, fantastique, enfin, ouais. Pour moi, Mm. elles sont assez similaires, les définitions. Ouais, et je pense que les différences, c'est que je pense que c'est pas le même genre littéraire, Mm. tu vois, c'est un genre à part. Et vraiment, si on parle de réalisme magique latino-américain, bah déjà, ça s'insère dans cette réalité Oui, oui, déjà. tu vois, Ouais. populaire. Et puis, Euh, tu as aussi au Brésil aussi, ça se fait beaucoup. Et alors, ils vont convoquer. Il y a un auteur brésilien qui s'appelle Jorge Amado. Et lui, il va convoquer tout ce qui est spiritualité afro-brésilienne aussi. Tu vois, les divinités, et tout ça inséré dans une réalité, tu vois, Mm. supposée. Donc, je pense que c'est un peu plus spécifique que juste dire c'est du fantastique. Mm. Tu OK. vois, il y a quelques petites nuances, je pense, pour ce genre-là. Ouais. Je sais pas si toi, tu as un genre préféré Euh, ou des...
Bah, c'est plus, tout ce qui est relié au monde de l'imaginaire, de manière générale. Et c'est vrai qu'après moi, je vais être plus tentée par lire des œuvres, de science-fiction, fantasy, fantastique, avec une certaine prédominance pour la fantasy. Mm, Malgré que ce soit pas forcément un genre où je vais forcément me retrouver, mhm. où je vais forcément me sentir moi représentée, Ouais. que ce soit en tant que femme noire ou même de par ma culture. C'est pas, enfin, je crois que c'est arrivé peut-être une ou deux fois sur Il y a un manque, tu penses, sur ces livres-là ouais, en termes de d'inclusivité, ouais, Ouais. c'est assez flagrant. C'est vrai qu'en Mhm. France, les autoristes racisés, tu vas plus les retrouver dans des œuvres de contemporains ou des Ouais. essais. Ouais. Mais quand ça va se rapporter au monde de l'imaginaire, il n'y aura pas énormément Mhm. de choix, on va dire. Ouais. Hum, Bon, Et j'espère pourtant, qu'avec il les y en années, a ça qui va. écrivent, hein, mais Oui, oui, mais hum, il y a... Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas assez du coup? Moi, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de l'édition, tu vois. hum, Qui est publié, qui est... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que... Parce que oui, vont pas nous faire croire qu'il n'y a pas d'auteurs qui écrivent ou il si, n'y a si, pas... il y en a. Ouais, Bah, du coup, ces personnes-là vont plus se rabattre vers l'auto-édition. ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a une prédominance pour les auteurs blancs, les hommes blancs français, dans l'imaginaire. Mhm. Et après, ça arrive petit à petit, mais, euh, mais je pense que c'est plus une question d'élitisme et de racisme systémique, quoi. Enfin, Mhm. je vois pas d'autres raisons comme Ouais, ça ouais. là, mais ouais. Ouais, je pense qu'avec le temps, il va falloir en fait qu'ils fassent de la... ils vont devoir faire de la place, c'est tout. Tu vois. Mm. Et je pense que le mouvement est global et les gens maintenant vont pas s'arrêter de dire eh oh, et nous alors, tu vois. Mm. Euh, mais et je me dis aussi que peut-être que moi je regarde aussi toujours qui décide, qui est à la position de décider. Et c'est là aussi qu'il y a un problème, je suppose, tu vois. Plus on aura des personnes racisées qui seront à des postes de décideurs, euh, ben, plus on aura des livres qui, tu vois, qui C'est seront ça, ouais. édités et qui parleront à tout le monde et qui seront, tu vois. Mm. Et je pense qu'il faut désapprendre cette idée de penser que... J'ai l'impression que, comme on s'insère, comme tout ceci s'insère dans un capitalisme, tu vois. Il y en a beaucoup qui se disent, mais non, on va pas publier ça parce qu'on va pas vendre, c'est pas vendeur ou je sais pas quoi. Oui. Comme si leur public cible était finalement que quelques personnes noires. Mm. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils désapprennent ce truc-là parce que finalement, comme tous les livres, j'ai envie de dire, c'est des livres pour tout le monde, tu vois. Mm. Et je pense qu'on est encore dans la tête de beaucoup de gens, ils se disent que mettre un personnage, tu vois, ou avoir un auteur ou une autrice racisée, ça va parler que à des personnes racisées. Bah non, en fait, c'est censé parler à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on part du principe que les autres livres, ça parle à tout le monde, mais ceux, tu vois, Mm. je pense qu'il va falloir aussi que les personnes pensent plus à ça. Parce qu'il y a des gens qui... Moi, je l'ai vu des fois dans des salons du livre, tu vois, on arrivait, et puis évidemment, à notre table, ben, il y avait de tout, tu vois, il y avait des livres écrits par des personnes afrodescendantes, par des personnes asiatiques, par des personnes sud-américaines, etc. Et il y avait des enfants tout petits, Mm. qui étaient des enfants blancs, luxembourgeois, qui, qui venaient voir. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des livres pour enfants, et puis c'est des enfants, et puis ils aiment Ouais, bien. c'est ça. C'est Ouais. aussi simple que ça, quoi, tu vois. Mm. Et c'était plutôt les parents où tu voyais vraiment qu'ils tiraient l'enfant. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, et vraiment, et on voyait et on entendait, parce que les gens disaient, allaient jusqu'à dire, non, non, on continue, c'est pas pour nous. Ah ouais, d'accord. Tu vois, moi, je l'ai entendu plusieurs fois lors de foires comme ça, ou de stands, de salons, machin. Et alors, évidemment, quand j'entendais ça, moi, j'y allais et je disais au petit, si, si, viens, c'est pour toi aussi. Pour que le parent se sente un peu bête aussi, tu vois. Mm. Je disais, bah si, viens, regarde, regarde. Et puis l'enfant, tout ce qu'il veut, Ouais, il est curieux. Enfin, il veut juste lire. c'est une histoire pour les enfants. Tu vois ce Oui. que je veux dire?
Il faut normaliser ce truc-là aussi de, tu vois, ces parents euh, d'enfants blancs qui disent c'est pas pour nous. Mais si, c'est pour vous aussi. Mm. C'est pour vous aussi, en fait. Et on s'en sortira pas si tu vois, si on n'en parle pas de ça, de mais non, ça c'est pour vous, ça c'est de nous. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là? On reproduit ce truc d'altérité. Il y a nous et puis il y a vous, tu vois. Mm. Euh, et en général, non, moi je tirais le petit, je lui dis si, viens voir, regarde, t'aimes bien? Et puis je lui montrais le livre, et puis le livre il était chouette, et l'enfant il était content, oh c'est joli, c'est beau, enfin tu vois. Ouais. Et puis j'embêtais les parents un petit peu en leur disant, vous savez, c'est important aussi que votre enfant en fait lise des livres où il voit euh, d'autres identités représentées. Du coup, on faisait un peu de forcing, tu vois. Mm. Euh, Puis les gens, en général, par mauvaise, par mauvaise conscience, ils vont jusqu'à acheter, tu vois, le livre. Mais nous, enfin, le premier réflexe, c'était vraiment, il y a eu plusieurs fois comme ça où il y a des parents qui disaient non, viens, on continue, c'est pas pour nous. Voilà, on a eu des situations comme ça. Ou alors des gens qui venaient, qui disaient ah, c'est coloré chez vous, c'est exotique. Bon, ça aussi, on a eu, tu Oh vois. là là, Ouais, le fameux mot passe-partout. ouais. On a eu ça. On a eu ça aussi. Et puis alors, en général, moi, j'essaye de leur dire, mais c'est-à-dire, Mm. j'essaye plutôt de faire l'effet miroir, tu vois. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par exotique? Pour qu'ils se justifient, en fait. Euh, En général, ça devient une situation gênante très rapidement. Oui, j'imagine. Mais moi, je sais pas. Moi, ça me gêne pas les conversations gênantes. Ouais, aller à l'affront un peu. Ouais. Et puis, je me dis aussi souvent qu'il faut partager le poids, tu vois. Mm. Il y a des personnes qui disent plein de choses et ils font sentir l'autre mal. Et je me dis, c'est pas juste en fait. Euh, que la personne qui est victime de l'agression ou la microagression, en plus, porte tout le poids de la honte de ce qui vient de se passer seule. Mm. Alors moi, je suis assez, à- euh, je suis assez d'accord pour dire aux gens, bah, venez regarder, vous allez porter aussi une part en fait sur vos épaules. Euh, Ça, la personne, elle ne porte pas toute seule. Parce que l'agression, elle vient de vous, en fait. Et j'essaye vraiment d'être des fois, très frontale. Alors, ça ne plaît pas toujours. Euh, mais voilà. Ça m'aide aussi de lire beaucoup d'essais parce que j'arrive à nommer, tu vois, ce qui est en train de se jouer sur le moment. Ou, Mm. ouais. Ouais, t'as les arguments pour. Voilà, ça, je pense que c'est important de... Pour moi, ça a été très important de pouvoir mettre des mots sur certaines dynamiques, sur certaines choses, quoi. Ça a été important. D'ailleurs, le meilleur compliment, entre guillemets, qu'on pourrait faire par rapport au projet, à l'iBook Club, à la page, c'est quand des personnes disent ben, telle conférence ou tel post, ça m'a aidé à mettre un mot sur un ressenti. Mm. Ça, c'est le meilleur compliment, tu vois, Mm. je pense qu'on puisse recevoir. Que les gens se sentent moins seuls, comme tu as dit avant, tu vois. Et que les gens se rendent bien compte que c'est pas eux le problème. Mm. Ouais. Bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Ouais. On a bien papoté, Ouais. surtout toi. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver principalement sur la page Instagram à l'iBook Club. Voilà. Et puis, toutes les infos je sais pas, de futurs événements ou de futurs projets sont postés là en priorité. Ok. Voilà. Et dernière question que je pose à l'invité, bah, quel autre invité verrais-tu sur le podcast, toutes plateformes confondues? Alors, je vais redonner deux noms que j'ai déjà donnés. Moi, je verrais bien Jennifer, donc Jennifer Lopez Santos, et Meriem Abayed. Ce Mm. sont deux personnes que je verrais bien aussi discuter ici avec toi. Ok. Bah, écoute,
Merci pour tes recommandations. Je t'en prie. Merci à toi. Mais de rien. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci.